Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Petit éloge du métier insensé de coach. Le podcast de foot qui revient sur la carrière d'entraîneurs légendaires et de leurs matchs mythiques. Bienvenue sur le banc du coach, que vous soyez entraîneur ou pas, plus qu'une leçon de foot, on vous raconte une leçon de vie. Et avant de lancer cette série de podcasts qui revient sur la carrière de 10 grands entraîneurs de renom, je rappelle Lionel qu'en plus d'enseigner la communication, le management et la négociation à HEC et aussi auprès des futurs entraîneurs de foot, tu es par ailleurs l'auteur du livre « Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer », publié chez ESF Sciences Humaines. On y va, c'est parti. On commence tout de suite ce nouveau podcast avec un entraîneur français qui a complètement changé la donne dans les années 50 et je te laisse le présenter. Albert Batteux, l'homme qui a laissé les joueurs jouer. Et c'est l'histoire d'une époque à part entière et d'un football révolutionnaire. Un football pétillant, mais surtout un football intelligent. Il est sorti de l'imagination d'un maestro, Albert Batteux, surnommé Bébert la science. C'était un football révolutionnaire, en rupture avec le conformisme anglais, le fameux kick and rush. Ça, ce football physique, ça n'était pas la tasse de thé d'Albert Batteux. Il privilégiait la vitesse, la rapidité, le mouvement, et ce conformisme-là, il ne l'aimait pas. Donc il a mis en place un autre football. C'était un football aussi qui était différent du football italien, l'époque du Catenaccio. Un jeu fermé, un style défensif qui n'était pas non plus dans les cordes d'Albert Batteux. C'était une époque aussi où on n'imaginait pas qu'un homme de 31 ans, entraîneur-joueur dans son équipe, devienne entraîneur. Et en plus natif de Reims. Et alors, il était comment Albert Batteux ? C'est un homme présent dans les vestiaires, Albert Batteux bien sûr, homme de conviction, parce que je crois que ce qu'il a apporté, c'est pas simplement le fait de jouer, mais véritablement une philosophie de jeu. C'est un homme aussi qui détonnerait dans l'époque d'aujourd'hui parce qu'il n'avait pas peur d'affirmer, Albert Batteux, que le résultat ça compte, mais avant tout, c'est le jeu, c'est la manière de jouer. Le résultat, c'est la conséquence. On verra et on connaît des entraîneurs qui, plus tard, ont mis en avant le résultat. Lui, non. Dès le départ, son postulat, c'est « il faut bien jouer, il faut produire du jeu, il faut se faire plaisir, et le résultat, on l'aura ». Ça, c'est tout à fait la culture d'Albert Batteux. On l'a appelé le jeu à la rémoise, d'ailleurs. C'est un jeu rapide, un jeu à terre, un jeu de passes courtes. C'est un jeu aussi qui tranchait avec les habitudes de l'époque. Il n'était pas favorable au marquage individuel, qui était la règle à cette époque-là. Donc il a beaucoup plus libéré ses joueurs. Il s'est appuyé sur une équipe à la fois de talent, mais également de joueurs de devoir. Et alors, Albert Batteux, c'est quel genre de profil ? C'est un homme qui a laissé les joueurs jouer, prioritairement. Et il les a accompagnés. C'est un personnage édifiant sur ce plan-là. Certains joueurs, comme Robert Siakta, par exemple, disaient « à l'entraînement, il nous laissait nous amuser ». Il avait vite compris qu'il pouvait s'appuyer sur Raymond Kopa, qu'il avait identifié comme un dribbleur hors pair, et il l'a simplement convaincu de mettre ses dribbles au service du jeu et au service des autres. Il l'a convaincu que ces dribbles, dans lesquels il excellait, apportaient une clarté, une simplification dans le jeu, déroutaient, déstabilisaient l'adversaire. Glovaki, Piantoni, Juste Fontaine, comme par hasard, ont été des grands buteurs, grâce à Raymond Kopa, qui crée les brèches, qui crée des espaces. Quand on voit aujourd'hui les égos, quand on voit aujourd'hui l'individualisme qui domine, là, quelle extraordinaire aventure pour un entraîneur que de constater que la complémentarité fonctionne. Donc c'est ça le deuxième ingrédient secret du jeu à la rémoise. On est dans un pays de champagne, on fait de l'assemblage des vins. Lui, il a fait un assemblage de talents. C'est une image extraordinaire qui est la signature en fait de Batteux dans le Grand Reims. Et aujourd'hui, beaucoup de coachs continuent à chercher justement cette complémentarité. Oui. Il avait tout compris, il faut faire adhérer les joueurs.
Siakta disait de lui que à l'entraînement, à l'époque, c'était 4 entraînements hebdomadaires. Par rapport à aujourd'hui, c'est très peu. Il les laissait jouer, il créait des petits jeux. Il raconte même qu'il lisait l'équipe pendant les entraînements, qu'il levait la tête de temps en temps pour voir ce qu'il faisait. Donc cette liberté-là est extraordinaire. Le propre du chef d'orchestre, c'est à un moment donné d'abandonner la baguette et de laisser les musiciens jouer. Quand tu as réussi ça, quand les joueurs arrivent à adhérer, à s'impliquer, à s'approprier ce que tu veux, là vraiment, tu as réussi ton travail. Et je crois que lui, abandonner la baguette, ça, il a su le faire. Et pourtant, au début, ces techniques de jeu, elles vont pas convaincre tout le monde. Il n'a pas réussi du premier coup. Il a mis un peu de temps pour développer ce jeu. Il a fait l'objet, d'ailleurs, comme pas mal d'entraîneurs dont on parlera aussi, de critiques. Par exemple, le rédacteur en chef de l'équipe était assez hostile au jeu. Il appelait ça le petit jeu, rémois, parce qu'à l'époque, on était encore acquis à l'idée d'un jeu physique, avec de la force, avec de la puissance, avec du mouvement, avec des balles longues. Et donc, on parlait de petits jeux étriqués. Le plus péjoratif qu'on a dit de lui, d'ailleurs, c'est un petit jeu de salon. Cette dimension qu'il a apportée dans le jeu, cette liberté, cette créativité, dans laquelle il n'a jamais perdu de vue que le football est à la fois un sport d'inspiration, mais aussi un sport d'exécution. C'est-à-dire un certain nombre d'automatismes, mais également de créativité. C'est un sport de balle assez complet sur ce plan-là. Pour les gens qui l'ont vu, il y a des images aujourd'hui assez extraordinaires de Kopa prenant le ballon au milieu du terrain. Bon, la fascination du jeu de Reims, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait ça, on ne savait pas ce qu'il allait faire. Kopa, c'est ce joueur capable de tourner sur lui-même, de repartir en arrière, de balancer à gauche quand tout le monde l'attend à droite. Donc spectaculaire, fascinant. Et je crois que le jeu rémois a véritablement intrigué le public au début. Et ensuite, on a vu l'extraordinaire puissance que ça pouvait dégager par rapport à des équipes beaucoup plus stéréotypées, beaucoup plus fortes évidemment physiquement, mais plus rigides également dans leur mode de comportement. Il a été champion de France, il a gagné la Coupe de France, et puis dans son palmarès, il y a 2 moments importants qui sont les 2 finales de Coupe d'Europe contre le grand Real de Madrid de l'époque. La première à Paris, dont on peut parler parce que c'est un match phare de ces années-là. Pourquoi à Paris ? Parce que Reims, c'était un petit stade avec un vélodrome qui réunissait à peine 5, 6, 7 000 spectateurs au maximum, et c'était l'époque où Paris accueillait Reims. Et le grand Reims était suivi par les Parisiens. Lors de la première finale de la Coupe d'Europe, c'était les débuts aussi, ça paraît drôle de dire ça aujourd'hui, mais de la télévision, eh bien, il était recommandé aux grands magasins sur les boulevards à Paris de mettre les télévisions dans leurs vitrines pour que les gens s'agglutinent pour regarder les matchs parce qu'ils n'avaient pas la télévision chez eux. Ah bah oui. C'était il y a simplement 60-70 ans. C'est pas le Moyen-Âge, mais vraiment tout démarrait en même temps, en quelque sorte. Ce côté spectaculaire de la télévision, cette émergence d'un grand club que la France n'avait jamais eu encore, n'a jamais connu. Donc là, pour se remettre dans le contexte, on est le 13 juin 1956 et c'est la finale de la Coupe des clubs champions européens. Reims menait 2-0 au bout de 10 minutes. Les Madrilènes ont ramené le score à 2-1, 2-2 juste avant la mi-temps. Moment décisif, psychologique, ils sont rentrés au vestiaire après avoir pris un coup sur la tête incroyable sur les Sunlight du Parc des Princes, avec son vélodrome, 40 000 spectateurs, le blanc du Real de Madrid, le rouge et blanc de Reims. Bien, ça a mal tourné. En deuxième mi-temps, ils sont revenus sur le terrain, ils ont marqué un 3e but. Ils ont mené 3-2 avec Michel Hidalgo qui a marqué ce 3e but. Donc ils ont repris l'avantage juste après la mi-temps. Malheureusement là, en face, il y a aussi sur le terrain des très très grands joueurs. Avec ce que Kopa lui-même reconnaissait, l'Argentin Di Stefano, le plus grand joueur du monde, sachant absolument tout faire. Il a repris les choses en main et le Real Madrid a gagné 4-3 sur le fil. Donc défaite terrible, redoutable, mais la manière y était. Ça a fait la notoriété du Grand Reims, une notoriété mondiale. Ils ont été sollicités pour aller en Asie, en Europe centrale, dans les pays latins, pour jouer des matchs amicaux, ce qui était, on pourrait dire, les fonds baptismaux du football business d'aujourd'hui, en quelque sorte. Donc, la philosophie de Batteux était là, c'est-à-dire, c'est la manière d'abord qui compte.
Le football, c'est un spectacle. C'est du plaisir, c'est produire du plaisir. Il a vécu ce que tout entraîneur aujourd'hui sait, c'est que le football n'est pas une science exacte, que ce que tu as réussi la semaine dernière ou l'année dernière, ça garantit rien du tout pour la suite. Et ce qui fascine dans le football, c'est cette imprévisibilité quasi permanente. C'est ça qui fascine. Et donc, quelle leçon on peut retenir de la carrière de Batteux ? On peut dire que ce que Albert Batteux a amené, c'est de l'intelligence dans le jeu. C'est la compréhension qu'il faut partir des joueurs. Il a compris dès le départ que le travail de l'entraîneur, il commençait à la constitution de l'équipe, au choix des joueurs, au recrutement. Quand on sait aujourd'hui les grands soucis et les malheurs que les coachs ont quand ils nous disent, par exemple, ce sont les présidents, les agents qui activent le marché des joueurs, lui, il les choisissait lui-même. Parce qu'il avait compris que le recrutement, c'est le point de départ du travail. Donc, il a le sens de la sélection, mais Albert Batteux, c'est aussi quelqu'un qui va bouleverser la communication. Oui, très importante, y compris avec la presse, y compris avec les joueurs. Albert Batteux, son surnom pour ses joueurs, c'était le rouge-gorge. C'était un remarquable orateur. Il a fait des causeries, d'après ce que l'on a dit, c'est Aimé Jacquet qui en a parlé, parce qu'il l'a beaucoup connu aussi à Saint-Étienne après, il faisait des causeries de 1 à 2 heures parfois devant ses joueurs. Invraisemblable aujourd'hui. Quand on dit ça à des jeunes coachs, ils disent c'est pas possible. Et lui, oui, remarquablement à l'aise dans les médias. Voilà, donc un grand homme révolutionnaire qui a créé quelque chose dans le football français, qui a secoué un modèle qui était assez stéréotypé et qui a contribué à rendre à la fois spectaculaire et en même temps populaire ce football. Eh bien, merci Lionel. Et si la singularité et les méthodes d'Albert Batteux vous ont vous aussi passionné, retrouvez plus d'anecdotes, plus de détails sur la carrière de Bébert Lascience dans ton livre qui s'appelle « Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer », publié chez ESF Sciences Humaines. Merci Lionel et merci à vous de nous avoir écoutés. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun portrait de ces entraîneurs mythiques qui ont façonné le football. À bientôt !